temps, la face du monde a changé. Pas le choix, une menace à la vie évidente, claire et circonscrite est apparue. Nous vivons une crise sanitaire sans précédent, soit une pandémie due à un nouveau virus que nous connaissons tous maintenant, la COVID-19. Et cette époque de climat chaotique continuera de nous présenter des crises systémiques. Nous allons devoir nous assurer que ce n'est pas encore les personnes les plus vulnérables qui en payent le prix. Notre réaction à la COVID-19 conditionnera notre réaction aux crises à venir, et des crises, l'Anthropocène nous en promet plusieurs. Les réponses des divers gouvernements ont été variées, mais une tendance se dessine en ce moment. Plus du tiers de l'humanité est confinée. Être à la maison, c'est faire son effort de guerre. Encore pour cela faut-il en avoir une, et être capable de la garder. D'un côté, on peut lire les journaux de confinement de ceux qui ont le temps d'écrire. On y apprend que garder une routine du matin est importante. Café, smoothies, soins du visage, vue sur le lever du jour. Quoi de mieux pour commencer une belle journée de télétravail? Merci patron pour le compte-rendu, mais on s'en serait passé. Pour d'autres, c'est les nausées de stress de ne pas savoir comment on va arriver à payer le loyer et tout le nécessaire pour vivre, après des pertes d'emplois massives et des aides gouvernementales qui tardent. C'est une claque en pleine face pour la classe moyenne qui se fait dire que son apport à la société était finalement non essentiel. Et puis, il y a ceux qui sont tout d'un coup, justement, essentiels. Ceux qu'on voulait pas voir avant, qui avaient supposément pas fait les efforts pour faire des belles grosses études puis avoir une vraie bonne job. Tu sais, on pense aux commis, caissières, concierges, tout le personnel d'entretien. Aujourd'hui, on les remercie pour les risques qu'ils prennent pour nous. Ils risquent leur vie en s'exposant à la maladie pour, dans le meilleur des cas, 2 $ de plus de l'heure qu'en situation normale, alors que normalement, avoir un rôle essentiel à ta société devrait te permettre de vivre décemment. En espérant que demain, on ne les oublie pas. Et c'est la même chose pour les travailleurs, et j'aimerais dire surtout pour les travailleuses, parce qu'elles sont nombreuses, de la santé et des services sociaux. Hier, elles œuvraient dans des domaines qui coûtent toujours trop cher, très difficile, sous la logique néolibérale, de leur accorder une augmentation de salaire ou suffisamment de ressources humaines pour qu'elles fassent bien leur job. Aujourd'hui, ils, et principalement elles, sont reconnus comme nos anges gardiens. Il semblerait que l'on paie encore les femmes en compliments, mais ça paye pas le loyer, malheureusement. Et puis, il y a les grands oubliés, ceux qui n'ont jamais la parole. Je pense aux personnes en situation d'itinérance, aux travailleuses du sexe, aux travailleurs immigrants, à ceux qui ont des statuts précaires ou à tous les autres individus tapis dans les failles béantes de notre système d'entraide. Tous ceux qui ont toujours été en dessous de notre filet de social qui est déjà effiloché et tailladé sous une logique néolibérale et la privatisation. La donne vient de changer parce que ces gens-là deviennent un enjeu de santé publique et elles risquent de rendre malades les plus nantis parce qu'ils ne peuvent pas se protéger. Mais pourtant, c'est parce qu'on les a toujours laissés derrière nous, qu'on n'a jamais voulu les voir, leur donner la parole, leur passer la POC, qu'elles ne peuvent pas se protéger contre la maladie et survivre en même temps. Aujourd'hui, on n'a pas le choix de les voir, les failles de notre système public et surtout de notre système économique. Il aura fallu pour ceux que les plus nantis craignent pour leur vie, pour qu'on daigne les voir. Donc, la table est mise pour ce premier webinaire que je fais avec vous. Je tâcherai au mieux de ma concentration de participer avec vous et avec vos commentaires, puis qu'on monte ça ensemble, en quelque sorte. Alors, voici maintenant la justice en temps de crise ou quand la crise nous fait voir l'injustice. On a travaillé super fort pour faire ce webinaire-là qui va durer comme à peu près une 20aine de minutes. Et ça a été assez difficile à faire parce que ce qu'on a pu observer, c'est une espèce de grand mouvement de panique, en quelque sorte. On a vu des programmes sociaux se faire au fur et à mesure qui étaient annoncés. On a pu voir des annonces de la part du gouvernement du Québec, de la part du gouvernement du Canada, et voir une espèce de course et des programmes s'entremêler et des ajustements se faire en temps et lieu. Au moment où j'ai écrit le texte et où il a été révisé, il n'y avait pas encore l'aide promise du gouvernement du Canada de 2000 $ pour ceux qui ont perdu leur emploi à cause de la COVID-19. D'où le fait qu'on avait énormément de crainte pour que des gens perdent leur maison, en fait. C'est perdre leur maison, perdre leur loyer, qu'ils ne puissent pas payer le nécessaire. Nos craintes sont encore là.
le gouvernement a fait des demandes de confinement assez importantes, assez urgentes, et c'était vraiment important de le faire. C'est extrêmement important de rester chez soi. C'est pour ça que vous me voyez sur mon vieux divan et non dans un super beau décor. Il faut rester chez soi. Mais ça fait en sorte qu'il y a plusieurs personnes qui n'auront pas droit à ce 2000 $-là. Et encore une fois, en fait, ce programme gouvernemental-là, qui vise ceux qui sont en fait des nouveaux chômeurs, ça vise en fait à aider ceux qui avaient trouvé plus ou moins une place dans la société. Je veux pas dire que tous ces gens-là étaient super riches, faisaient partie du 1%, non, c'est pas ça. Mais c'est juste des gens qui avaient réussi à trouver un emploi, qui avaient réussi à trouver des contrats comme travailleurs autonomes, et qui ont perdu ça, ce qui est vraiment un drame humain important. Mais ça couvre pas toutes les populations qu'on avait comme déjà oubliées. En fait, on vit un moment qui est hyper intéressant au niveau de la justice sociale parce que le mouvement de panique qu'on voit et les programmes sociaux qui se forment en même temps qu'ils sont annoncés, on peut sentir qu'il y a une espèce de communication qui se fait entre les élus de l'opposition, les élus qui ont le pouvoir en ce moment, entre ce qui peut circuler un peu sur les médias sociaux. On est dans un moment de mouvement social, où les gens font carrément des demandes, disent le système économique actuel vient de montrer ses failles parce qu'il ne nous permet pas, à un moment super important de notre histoire, de prendre soin de nous-mêmes et de guérir, parce que c'est vraiment la maladie dont c'est question. Et ça, c'est un enjeu qui est extrêmement intéressant au niveau de la justice sociale. Je disais dans mon texte que notre filet social est en fait effiloché, tailladé. C'est le temps pas juste d'essayer de le raccommoder, mais carrément d'essayer de le refaire. Et c'est le temps de regarder en dessous de notre filet qui est-ce qu'on a laissé tomber depuis longtemps. Vraiment, aujourd'hui avec vous, je vais juste effleurer le sujet, vraiment. Mais c'est en fait un moyen de ne pas prendre une pause et vraiment de penser à qu'est-ce qui va arriver, à qu'est-ce qu'on peut construire pendant cette pandémie-là, qu'est-ce que les mouvements sociaux vont entraîner et comment on peut faire en sorte que cette fois-ci ça serve vraiment l'intérêt du plus grand nombre. Donc on pourrait se dire qu'à quelque chose malheur est bon, et j'ai vu en fait des estimés sur la diminution plutôt des gaz à effet de serre qui ont été observés, le fait qu'il y a des animaux dans les rues et tout ça. Certains pourraient être tentés de penser en fait qu'on est en train de vivre une transition écologique, mais il faut absolument pas se leurrer. On est dans une période extrêmement importante, extrêmement mouvante, où on peut avoir des changements sociaux importants, mais en ce moment, on est surtout dans une période de souffrance humaine où il y a des gens qui vont mourir, il y a des gens qui vont perdre leurs conjoints, leurs parents, leurs grands-parents. Il y a des gens plus jeunes aussi qui risquent de mourir de cette maladie-là. Il y a des gens qui risquent de faire faillite. Et dans le même temps, on voit les gouvernements se préparer des plans de relance économique. On voit les gouvernements dire « Dans quelques heures, il va y avoir de l'aide pour les pétrolières. Inquiétez-vous pas, ça va rester là. » Donc, il faut absolument pas se leurrer. Les gouvernements n'ont pas fait ça pour faire une transition écologique. De toute façon, s'ils l'avaient fait, ça n'aurait pas été une transition écologique juste. Et moi, c'est quelque chose qui est essentiel pour moi, que ce soit juste. C'est quelque chose qui est dans nos demandes d'Extinction Rebellion. Donc, il faut se servir de cette période de mouvance sociale-là pour éviter de s'en faire passer des petites vites par le gouvernement. Pour vous donner une idée des enjeux qui sont à venir, je vais donner l'exemple de l'agriculture, en fait. En ce moment, il y a des travailleurs migrants qui viennent à chaque année au Québec, au Canada, faire une job qui est à peine au salaire minimum s'ils l'atteignent, qui demandent des longues heures de travail, qui demandent en fait de rester souvent en campagne, donc dans des petites habitations. C'est extrêmement exigeant et c'est un travail que peu de travailleurs ici veulent faire. Et cette dynamique-là, c'est pas forcément les méchants agriculteurs qui engagent des gens qui viennent de l'Amérique latine. C'est toute une dynamique qu'il y a derrière ça, du fait que les agriculteurs sont endettés, du fait que c'est très difficile d'avoir des fermes de petite taille, du fait que le travail est très difficile et que, en fait,
manger à notre faim des aliments santé et tout, qui se tiennent au niveau de l'environnement, sustainable, ben en fait, ce n'est pas forcément rentable économiquement, mais c'est pas le but. Le but, c'est de nourrir des gens. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que les agriculteurs demandent à avoir accès aux travailleurs migrants, mais on n'est pas si loin de la période des semis. C'est dans quelques semaines, je m'y connais pas exactement, mais et on est au début de cette pandémie-là pour ce qui est de l'Amérique. Donc, il va falloir trouver d'autres solutions. Et la solution risque de se trouver dans nos propres travailleurs. Mais ça, c'est de voir comment est-ce qu'on fait maintenant pour faire de la nourriture en quantité suffisante, suffisamment bonne, avec des gens qui travaillent dans des bonnes conditions, avec des agriculteurs qui ont des fermes de la taille qu'ils veulent, ceux qui veulent des petites fermes qu'ils puissent le faire, parce que c'est extrêmement difficile d'avoir des petites fermes dans notre système. Et surtout, que ça tienne au niveau environnemental. Je crois qu'on est dans une mouvance sociale où on va pouvoir demander des acquis pour les travailleurs, pour ceux qui donnent un appui à notre société. Mais il faudrait aussi s'assurer qu'en même temps, on profite de ce mouvement-là pour rendre le tout beaucoup plus solide au niveau environnemental, que ce soit durable, que ce soit réellement durable. On a plusieurs groupes vulnérables qui sont particulièrement touchés par la pandémie. Un aspect que je voulais apporter, c'est par rapport au féminisme puis aux droits des femmes. Il y a eu, avec raison, rapidement, partout dans le monde, des fermetures d'écoles. Ce qui est en fait logique, il faut absolument rester confiné si on veut éviter que le virus se propage. Vraiment, il faut rester à la maison. Et ça, en fait, c'est un enjeu qui est préoccupant parce que les personnes qui ont été le plus sollicitées pour prendre en charge des enfants et quitter leur emploi très très tôt, c'est souvent les mères, plus que les pères. Je veux pas dire qu'il n'y a pas de pères qui le sont. Si vous êtes un père qui dit oui, mais c'est moi qui ai quitté ma job, ben j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de pandémie, que tu aurais gardé ta job, mais bravo pour l'avoir faite. Et ça, en fait, le fait que ce soit majoritairement des femmes qui quittent leur emploi pour s'occuper des enfants, ça a plusieurs conséquences, notamment au niveau de la dépendance financière des femmes. Ensuite, je pourrais pas dire au niveau de la carrière, parce que je pense que ça, il faut revoir au niveau social, qu'est-ce qu'on entend par carrière, et que la carrière de tout le monde est affectée en ce moment. Mais au niveau de la dépendance financière, c'est quelque chose qui est important de voir. Puis, dans le fond, c'est un peu remettre les femmes dans leur unique rôle de mère, alors que c'est supposé être le rôle de parent, c'est censé être un rôle que tu as par choix, et un rôle parmi tous les rôles que tu choisis d'avoir dans la société. Tu peux tout à fait choisir que ce soit ton rôle principal, aucun problème. Tu peux choisir que père soit ton rôle principal, aucun problème. C'est vraiment dans le choix du rôle que tu vas occuper et dans l'ordre que ça prend dans ta vie. Et cette dépendance financière-là se retrouve au rôle traditionnel sans que ce soit nécessairement un choix. Pour certains cas, ça peut être extrêmement difficile, particulièrement si on pense à des cas de violence conjugale où il y a un conjoint qui est abusif. Il y a eu des articles qui ont été écrits là-dessus pour rappeler aux femmes ou à toute personne victime de violence, dans le fond, oui, il faut rester confiné à la maison, c'est interdit de sortir, mais c'est pas interdit de fuir. Et c'est quelque chose que je voulais rappeler. L'autre chose aussi qui est vraiment préoccupante, c'est au niveau des droits à la contraception et au suivi des naissances pour les personnes enceintes. C'est quelque chose qui, en temps de pandémie, en ce moment, comme il y a des gens qui risquent la mort, il y a un taux de mortalité important pour COVID-19, eh bien, les rendez-vous gynécologiques en contraception ou même pour des suivis de grossesse, les suivis de grossesse sont un peu différents, mais il y a un tas de rendez-vous qui ont été jugés comme non prioritaires. Donc, ces rendez-vous-là pour la contraception, c'est un peu comme votre rendez-vous chez le dentiste ou chez le chirothérapeute qui a été annulé. C'est comme... Dans certains endroits au Québec en ce moment, c'est vraiment difficile d'en avoir un, à moins que ce soit vraiment d'extrême urgence. Et pour les personnes enceintes, en fait, ce qui est vraiment compliqué avec ça, c'est qu'on ne sait pas les risques qu'a la maladie sur une personne enceinte. Il semblerait qu'il n'y a pas un taux de mortalité
plus élevés que par rapport à leur groupe d'âge. Toujours est-il que c'est vraiment pas une bonne idée d'accoucher avec la COVID-19 et 30% de ta capacité pulmonaire. Donc ça donne un dilemme pour les obstétriciens de dire comme quel suivi est vraiment, vraiment important et ça augmente énormément le stress de ces personnes-là. Et par rapport aux droits des femmes aussi, j'aimerais parler des travailleuses du sexe. Il y a certainement les travailleurs du sexe aussi, mais les travailleuses du sexe, je pense qu'on se leurra pas qu'ils sont en grande majorité et qui sont particulièrement qu'elles sont dans une situation précaire due à une espèce de grille juridique où ce qu'elles font n'est pas où c'est le fait de prendre leur service qui est illégal et ça les met dans des situations qui sont tout à fait précaires. Et bien ces femmes-là qui sont travailleuses du sexe qui doivent absolument cesser leurs activités se retrouvent sans aucune aide. Ils n'ont pas le droit aux 2000$ du fédéral, c'est impossible, leurs revenus sont pas officiels. À moins qu'ils trouvent la manière de dire, mais ça prend des ressources en fait. Ça prend des ressources pour être capable de trouver le moyen de faire passer ça. Et ce statut légal-là, ça les met en danger. Donc c'est ça, ils se retrouvent comme à soit se mettre vraiment en danger d'exposition au virus, et en fait, il semblerait que beaucoup de clients, en fait, restent chez eux pour leur propre sécurité. C'est une perte de revenus qu'elles ne peuvent pas reprendre, et aller chercher de l'aide pour ces personnes-là, c'est extrêmement difficile. Considérant, inquiétez-vous pas, ça passera pas au travers votre écran, ma petite toux. Donc, voilà. Il semblerait que c'est extrêmement difficile pour elles d'aller chercher de l'aide, parce que c'est une population qui est marginalisée, que leur travail est illégal et que la société est grandement hypocrite. 12% des hommes adultes seraient déjà allés voir une travailleuse du sexe en face à face, si je peux dire, et une très grande partie de la population a déjà consommé du matériel pornographique, donc ces personnes-là existent, perdent aussi des revenus, mais passent, encore une fois, totalement en dessous de notre filet social, alors qu'elles exercent un travail qui est, de base, extrêmement risqué pour leur sécurité. Une dernière population dont j'aimerais parler, c'est les personnes en situation d'itinérance, parce qu'en ce moment, elles ne peuvent pas suivre les recommandations d'isolement et de distanciation physique. C'est impossible. Déjà, les dortoirs sont souvent pleins et les lits sont très très rapprochés. C'est des espaces qui sont fermés. C'est extrêmement difficile pour ces personnes-là de fonctionner, de suivre les recommandations. Et la dernière chose dont j'aimerais parler, c'est tout ce qu'il y a par rapport au système de bénévoles qui est en train de se mettre en place. En fait, je suis vraiment contente de voir la générosité des gens de faire du bénévolat. Moi-même, j'en suis. Il y a une chose, par contre, qui m'inquiète grandement et que je pense qu'il va être important de réfléchir vraiment pour penser à une transition juste et à la justice, c'est de faire en sorte que ceux qui font des choses essentielles à la société puissent en vivre. Parce qu'en ce moment, on parle pas de faire du bénévolat pour une équipe de hockey pee-wee, quoique c'est super le fun de faire du bénévolat pour une équipe de hockey pee-wee. Mais on parle de faire du bénévolat pour aider les personnes en situation d'itinérance, pour aider les femmes victimes de violences conjugales, pour aider toutes les populations qui sont marginalisées, pour donner des paniers d'épicerie, pour trier de la bouffe, pour livrer de la nourriture à des gens qui sont dans le besoin, à des personnes âgées. Toutes ces choses-là sont en fait essentielles. Et on appelle les personnes qui sont en situation de chômage, donc souvent des personnes qui elles-mêmes, en ce moment, ne savent pas comment elles vont payer le loyer du mois d'avril parce que l'aide fédérale va arriver au mois d'avril, justement, il va être trop tard pour le premier. On demande à ces gens-là de donner de leur temps gratuitement, alors qu'elles sont essentielles. Oui, je vais le faire, on n'a pas le choix. Mais il y a une réflexion vraiment sociale à avoir pour que pendant qu'on est en mouvement social, pendant qu'on n'a pas le choix de bouger, pendant qu'on n'a pas le choix de s'adapter, pendant qu'on retisse un filet tous ensemble, qu'on se demande à comment est-ce qu'on fait en sorte que tout le monde puisse y vivre et que tout le monde qui fait un travail essentiel puisse y vivre, et surtout
Un autre aspect que je veux souligner, c'est qu'on a besoin de tant de bénévoles que ça pour les personnes dans les sous-populaires, pour les dortoirs et tout ça. C'est qu'avant la crise de la COVID, il y avait des gens qui étaient en dessous de notre filet. Aider ces personnes-là est essentiel, leur donner une place est essentiel, et faire en sorte que ceux qui s'assurent de tisser notre filet, ceux qui tiennent notre filet à bout de bras, puissent en vivre décemment. Donc voilà, c'est les éléments de réflexion que je voulais vous apporter pour ce premier webinaire. Merci à tous d'avoir été là.